Vous proposer un premier débat sur le thème « Investir dans la République du progrès social ». J'appelle sur scène le modérateur de ce débat, le journaliste Sylvain Attal, et j'invite à nous rejoindre M. Philippe Baptiste, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Mme Clara Chapaz, ministre déléguée chargée de l'intelligence artificielle et du numérique, Mme Juliette Méadel, ministre déléguée chargée de la ville, et M. Bernard Spitz, président des GRAC et ancien président de la Fédération française de l'assurance. Eh bien, après ce constat parfois un peu inquiétant de notre société, on va essayer de se projeter un peu dans l'avenir et de positiver un peu, puisque le thème, donc vous l'avez vu, c'est investir dans la République du progrès social ou investir dans le progrès social tout court, ça peut être ça aussi. Nous avons ici trois ministres qui agissent dans des domaines assez différents. Il y a Juliette Méadel qui est ministre déléguée à la ville. Philippe Baptiste, le ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche, Clara Chapaz qui s'occupe du numérique, et puis Bernard Spitz, qui est le président des GRAC. Alors, il se trouve qu'hier, c'était intéressant parce que l'économiste Philippe Aghion a dressé un portrait assez sombre du décrochage entre les États-Unis et l'Europe en matière de croissance et aussi en matière de recherche et développement. Je redonne simplement les quelques éléments qu'il donnait. On est à, monsieur le ministre, on est à peu près à 2,5% de la dépense publique consacrée à la recherche et le développement en France. C'est à peu près la moyenne européenne, mais on est quand même assez loin de l'Allemagne et on est très loin des États-Unis. Et puis surtout, 2,2 ? Oui, bon. 2,2, ok. Et vous êtes en dessous de la moyenne ok. On aura l'occasion d'en parler. Et puis surtout, ce qu'il disait, c'est que contrairement aux États-Unis qui investissent beaucoup dans les high-tech, nous, on est encore dans les mid-tech, c'est plutôt l'automobile, enfin des anciennes... voilà, il y a moins de destruction créatrice qu'aux États-Unis, ce qui est vraiment important. Le dernier chiffre qu'il donnait, c'est 145 licornes en Europe versus 850 aux États-Unis. Voilà, je donne juste ces quelques titres. Alors, il y a quelque chose d'un peu aussi surréaliste, parce qu'on est tous conscients, on a entendu dans différentes discussions depuis jeudi, l'inquiétude sur l'état des finances publiques, et nous on arrive ce matin et on dit qu'il faut, il faut investir dans le progrès social, mais investir avec quoi? C'est la première question. Et je voudrais peut-être que, Bernard, que vous commenciez à nous dire comment vous perceviez ça. J'ajoute juste un point aussi, c'est que là on s'est mis sur on a l'air de se mettre sur un niveau franco-français. Mais ce que disait aussi Philippe Aghion, c'est que peut-être que la solution c'est de mobiliser, il rappelait le rapport Draghi, c'est de mobiliser des fonds européens. Ce qui est, voilà. Oui, bonjour à tous et à toutes. Merci de votre invitation. Je me sens un peu intrus dans sur cette scène. Alors, il ne faut pas croire, parce que je suis président, que moi, donc je ne me lèverai pas au-dessus de ma condition par rapport au ministre. Là, c'est vrai qu'entre ce que vous venez de dire, le message d'hier, le message du Premier ministre, les circonstances dans lesquelles on est, ce qui a été dit tout à l'heure, à l'instant, de passionnant sur les peurs, on a le sentiment quand même que les choses vont mal. Et ça me fait penser à cette introduction qu'il y avait dans le livre de Zinoviev sur les hauteurs béantes, qui était un grand opposant au régime communiste à l'époque. Et ça commençait par un dialogue entre le chef du parti et son conseiller. Le chef du parti demandait, mais au fond, que pense le peuple? Et donc le conseiller était un peu embêté, mais il ne voulait pas prendre de risque. Il dit, il y a les optimistes et les pessimistes. Et on dit, mais d'accord, mais que pensent les pessimistes? Ils pensent que ça va mal, que ça va très mal, que ça ne peut pas aller plus mal. Bon. Et les optimistes, ils pensent que si. Et c'est exactement la situation psychologique dans laquelle on est aujourd'hui. On a d'un côté, il y avait les journées du MEDEF ces jours-ci,
Et les MEDEF, c'est quand même fondamentalement les entrepreneurs. Les entrepreneurs, ce sont les entreprises, c'est celles qui créent la richesse dans ce pays, et c'est cette richesse qui permet d'entretenir le modèle social et les investissements. Et quel est le bilan qu'on peut faire de tout ça? Le bilan qu'on peut faire de tout ça, c'est qu'en fait, le sujet dont on parle tant, et qui est le sujet sur lequel va se poser la question de confiance au Parlement le 8, c'est la question de la dette. Alors on peut penser que c'est un sujet abstrait, mais en fait la dette c'est l'envers de la médaille du sujet dont on parle. C'est-à-dire que à quoi a servi la dette? Ça fait 40 ans qu'on s'endette, 40 ans, et on n'a pas eu de budget en équilibre depuis plus de 20 ans, on n'a pas eu de commerce extérieur positif depuis plus de 20 ans. La France dépense beaucoup plus qu'elle n'en a les moyens. Et c'est un factuel, c'est un fait. Alors on peut décider que c'est une bonne chose ou pas, mais cette dépense, elle est faite pour financer notre modèle social. Pas pour financer la recherche, pas pour financer le digital, pas pour financer l'avenir. Et c'est là la grande escroquerie, le hold-up du siècle vis-à-vis des jeunes. Hier, il y avait un débat à la fin sur les jeunes. Les jeunes sont les volets du système. Non seulement parce que cette dette qu'on accumule, on l'accumule et c'est eux qui devront la rembourser, et ensuite parce que, surtout, dans beaucoup de pays, la dette, elle a servi à investir pour l'avenir. Et donc, il y a un retour pour les générations futures sur cet investissement qui a été fait. En France, ce n'est pas le cas. On dépense sur les 3500 milliards de notre dette, il faut savoir qu'il y a plus de 2000 milliards qui ont été investis dans le financement de notre, entre guillemets, modèle social, qui est un modèle de ruine. Et c'est quand même fascinant de penser à quel point en France, on l'a vu à l'instant, les valeurs sont... On considère, psychologiquement, les gens considèrent qu'on est dans un pays inégal, avec des tas que la valeur d'égalité n'est absolument pas respectée, etc. Alors qu'en fait, on est le pays le plus redistributif au monde. En tout cas dans les pays industrialisés. Donc comment on sort de là? C'est toute la question. Et il faut inverser ce phénomène. Et objectivement, la situation politique telle qu'on la voit se dessiner n'est pas très propice à ça. Puisqu'il n'y a non seulement pas... on n'entend pas ce qui se dit, et par ailleurs, il y a une espèce de déni sur le principe même de la façon dont est financé notre modèle social. Donc on va, j'imagine, y revenir dans le débat, mais ce qui me frappe, c'est surtout une chose, c'est que visiblement, même si l'argument de fond est juste, la façon de le faire passer n'est pas la bonne. Et je pense qu'une des raisons, c'est qu'on est dans un domaine où on vient dire... il y a deux explications à ça. D'abord, on est sur un modèle punitif. C'est notre faute, c'est notre très grande faute. Et ensuite, ceux qui viennent expliquer ce qu'il faut faire sont précisément ceux qui ont amené à la situation actuelle. Donc leur crédibilité, elle n'est pas très forte. C'est comme ça la réalité. Et donc, pour sortir la question fondamentale, c'est comment on sort de cette espèce d'impasse. Et je pense que la façon de s'en sortir, c'est d'avoir un projet. C'est pas de dire on a plus de sous, il faut faire des économies. C'est de dire voilà ce qui est possible pour la France de demain, et voilà la condition pour laquelle c'est possible, c'est de effectivement changer notre modèle économique et d'investir sur l'avenir tout en prenant les décisions qu'il faut. Je termine là-dessus. On a vu plusieurs premiers ministres, anciens premiers ministres, qui ont, sur cette scène, qui ont été là pendant peut-être 4 ans au moins sur la dizaine d'années qui vient de s'écouler. Ils ont dit des choses très justes, sauf qu'ils ont continué à augmenter la dette et à nous emmener dans cette situation. Donc il y a un moment où le déni il est partagé par tout le monde, mais il va falloir arrêter de regarder en arrière et puis de regarder un petit peu en avant. Juste un point, parce que quand on parle de l'investissement dans le progrès social, il faut... ça renvoie à la question du consentement, à la contribution, à l'impôt, etc. Parce qu'on va faire appel. Voilà. Et il faudrait que les gens... Et je rebondis sur ce qui a été dit tout à l'heure, et le sentiment qu'il y a encore un progrès social. Or, ça fait quand même quelques années que dans les enquêtes, effectivement, les gens disent qu'ils pensent que leurs enfants vont avoir une situation détériorée par rapport à la leur. Et on a parlé de guerre des sexes tout à l'heure, on aurait peut-être pu parler aussi de guerre de génération, parce que quand vous dites le financement du modèle social, c'est aussi beaucoup les retraites. Et on sent monter quand même une petite musique là des plus jeunes qui disent voilà, on nous a demandé des sacrifices pendant le Covid, etc. Aujourd'hui, les boomers, c'est la phrase de Bayrou qui a repris ça, c'est pour tout ce qui est fait pour le confort des boomers. Et nous, on va trinquer, non seulement on trinque aujourd'hui, mais on trinquera demain parce que c'est nous qui allons rembourser la dette.
C'est pas une petite musique, hein, c'est un orchestre symphonique, évidemment. Les jeunes ont bien compris que dans le système actuel, qui est basé sur la répartition, le système actuel est basé sur la répartition. Hein, je vais vous donner juste un petit chiffre. Est-ce que vous savez, intuitivement, sur 100 € de retraite versés chaque année, ces 100 €, c'est la somme des euros versés au titre de la répartition et au titre de la capitalisation. Le mot affreux, capitalisation. Hein. Eh bien, dans les pays anglo-saxons, le rapport, c'est en gros moitié-moitié. Dans les pays du Nord, c'est 3/4, un quart, un peu moins d'un quart. En France, je n'ai plus le dernier chiffre en tête, mais c'est de l'ordre de 95,5. Peut-être moins que ça. Et sur les 5, les affreux capitalistes, la capitalisation, le truc atroce, c'est l'après-fonds. C'est-à-dire les fonctionnaires. Voilà. Donc on est dans une espèce de situation assez irréelle, et c'est ça qui pénalise les jeunes. C'est pour ça que j'appelle ça le hold-up du siècle. Et les jeunes l'ont très bien compris, d'ailleurs, ils considèrent qu'ils n'auront pas de retraite. Et ça amène, enfin je veux dire, je généralise de façon abusive bien sûr, mais je veux dire que globalement il y a cette attitude, et effectivement il n'y a pas de progrès social. Si, il y en a un, il est confisqué par une génération au détriment et aux frais des suivantes. Mais celle-là, elle veut du progrès social. Elle le demande même quand on n'en a pas les moyens. Regardez ce qui s'est passé après le Covid. La France est le seul pays qui a non seulement explosé son endettement, mais qui est resté à ce niveau-là. On était autour de 115%. On est passé de 90 à 115% et on est resté. Tous les autres pays se sont descendus. On a 50 points d'écart avec les Allemands. Alors évidemment, les Allemands aujourd'hui peuvent faire une relance. Ils ont fait les économies, enfin, ils ont les moyens de la faire. Et quand on dit, comme le dit Philippe Aghion, l'Europe, très bien. Mais les Européens, ils veulent pas. Les Européens, c'est pas des fourmis qui vont financer la cigale française. Ça, c'est terminé. C'est terminé. Et donc, et d'ailleurs, donc aujourd'hui, quand la Banque centrale européenne n'a pas pour vocation de combler les déficits des pays qui ne sont pas au niveau. Donc il faut arrêter et par contre, il faut avoir effectivement une vision européenne, mais pour ça, il faut rentrer dans les clous. Donc il y a une vraie question aujourd'hui qui va se poser, et c'est pour ça qu'on est à un moment tout à fait clé, qui est de savoir si on sort définitivement de cette situation ou si on s'y enferme. Mais on a là des ministres qui sont en charge de sujets d'avenir, et donc pour eux, c'est un sujet absolument central. Eh ben, on va leur poser la question. Alors, Philippe Baptiste, justement, c'est vrai que Philippe Aghion, hier aussi, disait, enfin, il soulignait que l'un des ressorts de l'investissement dans la recherche et le développement aux États-Unis, c'était les systèmes de capitalisation. Donc, est-ce que vous pensez qu'on s'en sort sans une réflexion sur le financement futur des retraites? Parce que c'est gagnant-gagnant si on introduit de la capitalisation. Peut-être avant de directement sur la question des retraites, mais je vais peut-être redire, alors peut-être moins brillamment, mais ce qui a été dit exactement maintenant, et ce qui correspond aussi au constat de Mario Draghi, c'est on a un immense sujet aujourd'hui, c'est que aujourd'hui on investit, enfin on est les champions effectivement de l'emprunt et on est les champions du prélèvement obligatoire, et ces sommes-là ne sont pas utilisées pour investir dans les technologies d'avenir, pour investir dans des produits d'avenir, pour investir dans l'avenir du pays. Mais aujourd'hui, c'est un investissement qui est utilisé, enfin, c'est le chiffre qui a été cité par Bernard il y a un instant, c'est effectivement, on utilise ces montants-là pour financer nos retraites. Donc on a évidemment un problème de modèle. Le problème n'est pas tellement l'emprunt en tant que tel, c'est ce qu'on en fait aujourd'hui, et on ne le fait pas pour investir. Je veux dire, aux États-Unis, les taux d'endettement sont extrêmement élevés, mais derrière, c'est de l'investissement dans la connaissance, dans les technologies du futur, dans la commande publique à des industriels qui développent de nouveaux marchés, etc. Et ce qu'on n'est pas capable de faire aujourd'hui. Donc notre problème de modèle, le cœur du problème, il est là aujourd'hui. Alors évidemment, il y a le débat de la dette, et c'est vrai qu'on est à un pas, effectivement, d'un précipice dont personne ne mesure exactement la portée de l'abîme. Alors, il faut à la fois le relativiser. Moi, je rappelle quand même en 17-18, on a quand même démontré qu'on était capable de maîtriser le déficit tout en relançant de la croissance. Donc, enfin, les choses sont atteignables, mais il y a un problème d'électrochoc qui est un électrochoc politique qu'il faut appeler aujourd'hui. Je pense que, alors je le dis avec d'autant plus
de liberté que j'ai pas de carte politique, donc c'est le charme de ma position. Mais c'est vrai qu'il y a quelque part, on entendait le mot déni. Je ne sais pas si le mot déni est vraiment le bon mot. Moi, il me semble qu'il est presque un petit peu tendre. Je crois que c'est pas un problème de déni, c'est un problème de responsabilité. Je pense que les partis qui sont des... Je mets de côté les partis qui cherchent le chaos et qui revendiquent de chercher le chaos, mais les partis de gouvernement, alors que là, on n'est effectivement pas très très loin d'un abîme non mesurable, il y a un vrai électrochoc à avoir pour se mettre autour de la table et pour discuter. Je crois que la porte, elle est quand même ouverte, ça a été signalé quand même, ça a été dit à de nombreuses reprises par le président de la République, par le Premier ministre, pour trouver des solutions et pour répondre à ces défis qui sont des défis structurels, qui sont quand même majeurs pour le pays, quoi. Moi, je pense que c'est ça qu'on attend aujourd'hui des partis de gouvernement, et j'espère que ça va arriver dans les semaines ou dans les mois qui viennent. Juliette Méadel, peut-être avant d'évoquer les problématiques propres à votre domaine, la ville, parce qu'il y a des choses importantes à dire, peut-être votre diagnostic politique sur la situation politique et globalement sur cette question. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Merci pour ce moment d'échange et encore une fois, merci Jean-Michel Blanquer d'avoir organisé cette forme. Peut-être sera-ce une thérapie collective parce qu'on est dans une situation politique et psychique, je dirais, extrêmement difficile et douloureuse. Et avant de parler de progrès social, ce que je voudrais vous dire ici, c'est qu'au terme de cette 60aine de déplacements que j'ai pu faire depuis que je suis nommée, je ressens deux choses. Premièrement, dans ces quartiers pauvres, 15% de la population française vit sous le seuil de pauvreté. Ça, ce n'est pas un élément de progrès social, mais c'est un élément de diagnostic important. Une capacité quand même à se surmonter les difficultés par un engagement, par un combat, par une dynamique. Et ça, il faut le dire, parce que c'est aussi ce qui fait la beauté de notre pays. Mais en même temps, si j'ose dire, collectivement, une espèce de sentiment de déprime généralisée. La France déprime. La France déprime alors qu'elle a des capacités, des ressorts, une envie, une énergie. Philippe Baptiste le disait très bien, Clara le sait très bien dans le domaine de l'innovation, dans le domaine du numérique. Et le diagnostic que je ferai aujourd'hui, qui est un diagnostic politique, c'est qu'une crise de confiance grave qui affecte la capacité des pouvoirs publics en général à répondre aux vraies angoisses de nos concitoyens. Et dans ces angoisses, oui, il y a la peur du déclassement, l'ascenseur social, on sait qu'il est perçu comme en panne et globalement, c'est beaucoup plus difficile aujourd'hui de se sortir d'une classe sociale ou d'un milieu très défavorisé qu'il y a une vingtaine d'années. Mais c'est autre chose. Il y a une crise d'identité, c'est-à-dire une crise d'identification à un projet collectif dans lequel chacun se sente avoir une place. Et c'est pourquoi la politique de la ville ou l'aménagement du territoire et le rôle des maires qui sont autour de nous aujourd'hui est décisif. Parce qu'au fond, ce dont nous devons parler à nos concitoyens, c'est d'un ancrage dans un lieu, dans une identité, dans une histoire, dans un projet d'avenir, alors même que plus beaucoup d'aujourd'hui d'idéologie ou de modèles de société démocratique et républicain ne fait rêver. Et c'est ça notre responsabilité. C'est d'arriver à redonner de l'espoir dans le modèle démocratique et républicain à l'heure où les seuls à porter ce modèle démocratique et républicain, et d'ailleurs le laboratoire de la République en est une représentation, sont, à mon sens, ceux qui sont dans le bloc central au sens large. C'est-à-dire ceux que ce gouvernement représente de la gauche à la droite. Moi, je suis dans ce gouvernement avec François Rebsamen, Manuel Valls ou Éric Lombard, et je suis aussi avec Bruno Retailleau, que j'apprécie, avec qui je n'ai pas toujours les mêmes idées, mais nous partageons cette même ambition collective de défendre le modèle démocratique et républicain. Et ce modèle-là, aujourd'hui, est mis en cause, grignoté à l'Assemblée nationale par des LFistes ou des membres du Rassemblement national pour qui 1789 ou la France de 1945 du général de Gaulle n'est plus en soi le projet d'avenir. Et donc il nous appartient de le réinventer. Et pour le réinventer, il va falloir qu'on lève un certain nombre de tabous et j'espère qu'on va pouvoir le faire lors de cette table ronde.
Ah, d'accord. Ah bah j'ai cru qu'il fallait que j'arrête, alors non, ça que j'ai compris. Non, ce que je veux dire, c'est vous avez dit que vous aviez fait une 60aine de déplacements depuis que vous avez été nommé, et je me dis, la politique de la ville, ça fait plus de 40 ans maintenant. La situation ne s'améliore pas. Enfin, je veux dire, on a parlé cet été il y a toutes les problématiques liées, par exemple, au trafic de drogue, aux économies parallèles. On a vu ce qui s'est passé dans une ville comme Limoges, par exemple, etc. Est-ce que vous avez un sentiment et en plus avec les moyens de la politique de la ville, c'est pas grand-chose, hein, c'est encore moins que la recherche. Est-ce que vous avez un sentiment d'impuissance ? Alors, pas du tout. Je vais être claire avec vous. D'abord, la politique de la ville. C'est deux choses. La politique de la ville, vous avez raison de dire que c'est un budget qui, dédié à ça, est un budget limité. 609 millions d'euros, c'est pas énorme. Mais qu'est-ce que c'est la politique de la ville ? C'est le fait que nous avons des policiers, nous avons des infirmiers, nous avons des enseignants qui enseignent, soignent et assurent la sécurité de nos concitoyens dans les quartiers. Donc ici, à Saint-Pantaléon, heureusement qu'il n'y a pas que l'argent du programme 147. Il y a le ministre de l'Intérieur qui intervient, la ministre de l'Éducation nationale et le ministre de la Santé qui sont en réalité, qui représentent l'État et qui sont là. Et les habitants des quartiers politiques de la ville, à Saint-Pantaléon comme à Sarcelles, en fait, ils ont besoin d'État. Donc la politique de la ville, ça n'est jamais qu'une façon de surmobiliser les services de l'État là où ils ne sont plus assez présents. Et l'impuissance que vous décrivez aujourd'hui est partiellement erronée, d'une part parce que ceux qui vivent en quartier politique de la ville en sortent, techniquement au bout de 5 ans, donc il y a un taux de rotation important. Et deuxièmement, parce que si ces territoires avaient été complètement abandonnés, nous aurions eu, comme certains à l'extrême droite le réclament aujourd'hui, hein, certains me disent mais il faut abandonner complètement ces territoires et c'est plus la peine d'investir. Donc ça veut dire qu'on veut une sécession territoriale de la République. Ça voudrait dire qu'on souhaite qu'il y ait des zones de non-droit et des zones où l'État ne soit plus présent. Et c'est exactement ce contre quoi nous devons lutter. C'est-à-dire que ce que nos concitoyens attendent de nous, c'est qu'ils habitent dans une commune rurale dont s'occupe Françoise Gatel ou dans une zone urbaine sensible dont je m'occupe, ils ont le droit aux mêmes services publics. Donc tous ceux qui nous disent la politique de la ville ne sert à rien sont précisément ceux qui veulent la dislocation du territoire, de notre territoire. Et moi je crois que ce sur quoi nous devons être très forts, c'est assurer l'unité de la République, avec de la sécurité, de la santé, de l'éducation, parce que c'est ce que 99% des habitants des quartiers politiques de la ville me réclament. Ils veulent plus d'État, tous. Et la première chose qu'ils veulent plus, c'est de la sécurité, de l'éducation et de la santé, c'est-à-dire de la République. Ça veut dire qu'ils pensent qu'ils ne l'ont pas, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas traités à égalité aujourd'hui par rapport à... Ça veut dire que quand on fait partie des 15% les plus pauvres de notre pays, c'est-à-dire 60% en dessous du revenu médian, c'est pas beaucoup, hein, à Saint-Pantaléon ici, au Creusot c'est 900 €, 750 € par mois, les revenus moyens des quartiers politiques de la ville au Creusot, hein, donc à quelques kilomètres d'ici, dans l'un des fleurons de nos villes industrielles. 750 € par mois. Ça veut dire que quand on en est à ce niveau de revenu, oui, on se sent exclu. On a besoin de protection, on a besoin de l'État, on a besoin de services publics. Alors l'enjeu maintenant, c'est de ne pas renoncer, surtout pas, de faire beaucoup plus. Mais beaucoup plus, je rejoins ce qui a été dit, c'est beaucoup mieux. C'est-à-dire qu'on a, comme le dit le Premier ministre, à très juste titre, on n'a pas bien investi. Tu l'as dit d'ailleurs, Philippe. On doit investir sur l'enfance et sur l'adolescence parce que 1 € dépensé sur un enfant avant 10 ans, c'est 10 € d'économiser après, comme le dit un prix Nobel qui s'appelle James Heckman d'économie. Deuxième sujet, on n'a pas bien piloté l'argent public. Avec l'argent disponible aujourd'hui dans notre système institutionnel, on peut faire mieux. Moi, je l'ai fait dans les quartiers. Il y a une aide publique qui s'appelle l'abattement de TFPB, pour faire vite, pas trop technique. C'est une aide de 415 millions d'euros qu'on donne aux bailleurs sociaux pour qu'ils entretiennent les quartiers. Vous voyez, cette aide-là, moi, je leur ai demandé d'avoir des résultats. Et ceux qui n'avaient pas de résultats, j'ai repris mon argent, si je puis dire. Et donc, nous avons récupéré quelques dizaines de milliers d'euros, mais ce n'est pas pour ça. C'est pour dire que les résultats... C'est des montants très faibles. J'ai l'impression que c'est un peu du palliatif. Pas du tout. 415 millions d'euros, c'est la moitié de... C'est pratiquement... vous voyez, c'est presque les 2/3 de mon budget. Oui, donc c'est pas faible. Oui. Mais ce qui compte, ce n'est pas le volume d'argent. Ce qui compte,
c'est ce que vous allez en faire et comment vous allez le piloter et comment l'État va exercer son autorité. Quand vous aidez une structure, que ce soit une entreprise privée, ou que ce soit une société publique ou même une association, et que c'est l'État, donc votre argent, qui investit, en disant, voilà, moi je vous aide pour que vous alliez nettoyer les quartiers. La moindre des choses, c'est que ce soit fait. Et donc si ce n'est pas fait, l'État reprend son argent. C'est ce que j'appelle, alors en économie, en industrie, on peut appeler ça de la politique industrielle. Pour les associations dont je m'occupe, on appelle ça assurer le respect de l'intérêt général. Et en fait, c'est globalement comme ça que nous devons piloter nos fonds publics. S'il y a 1 euro d'argent public, ça doit être 1 euro d'argent utile. Si ça n'est pas utilement utilisé, on reprend. Qu'est-ce qui vous empêche de le faire aujourd'hui? Je l'ai fait. C'est-à-dire que quand je suis arrivée, il y avait 50% des départements dans lesquels les quartiers rencontraient des problèmes d'encombrants, de la saleté, des ordures ménagères. Aujourd'hui, il n'y en a plus que 10%. Et entre-temps, j'ai évidemment sanctionné 1 ou 2 bailleurs. Mais les bailleurs ont été au rendez-vous et à la fin, tout le monde est content d'être dans une dynamique. Et donc, sans dépenser 1 euro de plus, maintenant, nous avons des quartiers plus propres. Autre exemple, investir dans les structures innovantes. Par exemple, à Autun, ici, il y a un exemple extraordinaire d'investissement dans le bien-être des enfants, leur accompagnement psychologique, psycho-éducatif et social. Donc nous allons créer à Autun, comme je l'espère, nous aurons le temps de le faire partout ailleurs, nous allons créer des maisons de l'enfance et de la réussite éducative. C'est-à-dire qu'on va là où ça marche. Quand vous voulez lutter contre le trafic de drogue, et vous avez raison de le mentionner, bien sûr, il y a la répression, et c'était la loi narcotrafic, et c'est très bien, mais la répression sans la prévention, ça ne sert à rien. Et donc, pour prévenir, ce que nous proposons, c'est d'identifier dès la toute petite enfance les situations à risque, donc les enfants qui sont dans un environnement précaire, avec des difficultés d'apprentissage, et qui ont besoin de cet accompagnement à la fois psychique et éducatif pour bien apprendre et bien s'épanouir. Et vous voyez, en pilotant bien cet argent public, en investissement là où il faut, je crois que nous serons en mesure de dire à nos concitoyens, mais l'État est puissant, la puissance publique, c'est quelque chose qui peut transformer votre vie quotidienne. Et en fait, c'est exactement ce que nous réclament nos concitoyens. Je crois qu'ils sont très très loin des débats aujourd'hui que j'entends à l'Assemblée nationale, et j'en profite pour demander au Parti socialiste, d'où je viens, de faire œuvre de responsabilité dans cette période. Parce que j'entends les velléités des uns et des autres de rentrer à Matignon, de prendre le pouvoir. Bon, ce que je sais, c'est que le Premier ministre François Bayrou, c'est celui qui a théorisé le centre et c'est celui qui a théorisé les coalitions. Coalitions dans lesquelles des gens de gauche et de droite peuvent travailler ensemble pour le bien du pays. Et donc ceux qui voudraient faire partir le Premier ministre n'ont pas de solution aujourd'hui viable pour notre pays. Et qu'est-ce qu'il se passerait alors, dans 3 mois? Il se passerait que nous avons des LFistes et un Rassemblement national qui veut non seulement le chaos, mais qui veut une dissolution, qui veut donc des élections législatives. Et les élections législatives, si le peuple veut qu'elles aient lieu, eh ben, elles auront sans doute lieu, et le président de la République le décidera ou pas. Mais la clé derrière la solution, je crains que ça ne soit une solution qui mènerait le Rassemblement national au pouvoir. Moi, ça n'est pas le projet que j'ai pour mon pays, parce qu'ils n'ont pas précisément trouvé les moyens d'assurer le progrès social. Et le progrès social, c'est le cœur de mon engagement, de notre engagement politique dans ce gouvernement. Parce que le progrès social, c'est la transformation pour plus d'égalité, pour plus de liberté. Donc moi, je m'engage aujourd'hui pour tout faire, pour que nous gardions et que tous les députés qui ont encore ce sens des responsabilités soutiennent la démarche du Premier ministre de coalition, parce que je crois que si ça n'est pas ça, derrière, c'est les clés du pays à Marine Le Pen, et ça n'est pas mon choix politique. D'accord, mais est-ce que, dans la droite ligne de ce qu'on nous a expliqué tout à l'heure, et de ce qu'on sait du niveau d'impopularité, excusez-moi, du couple exécutif aujourd'hui, qui est quand même très, ça explique quand même le peu d'allant des socialistes pour aller sauver ce gouvernement. Vous voyez, ils sentent qu'il y a une démoralisation et que voilà, et on reste dans le dégagisme, donc ils épousent un petit peu le sens du vent. Oui, mais voyez, précisément, je crois que quand on est un homme ou une femme politique et qu'on est de gauche responsable, parce que moi je parle avec beaucoup de députés socialistes qui ne sont pas du tout alignés avec cette idée de dégagisme.
hein, sans rentrer dans les affaires d'appareil qui n'intéressent pas les Français. Moi, je crois qu'on n'est pas tout à fait dans un moment classique. On est dans un moment exceptionnel. Je ne parle pas de la dette, on en a déjà parlé. Je ne parle pas de ce qui se passe à nos frontières. Je ne parle pas des États-Unis qui sont en train de se résigner à une tentation de régime autocratique. Je parle de ce qui se passe là demain, dans les 3 mois qui viennent. Si demain, nous avons soit une instabilité politique, soit le basculement vers une solution qui n'est pas la solution, on va dire, social-démocrate et républicaine responsable que nous prônons ici, nous allons sauter dans un système où il n'y a aucune solution concrète. Sur la dette, les propositions du Rassemblement national sont totalement démagogiques. Sur le progrès social, les mêmes. Sur la politique de la ville dont je m'occupe, par exemple, ils veulent tout supprimer. C'est de la démagogie pure. Et donc, j'entends hein, les pudeurs de gazelle des uns et des autres parce qu'ils ont le nez sur les sondages. J'entends tout ça, mais franchement, c'est pas la hauteur. C'est vraiment pas la hauteur du moment. Donc, ce à quoi j'appelle, franchement, c'est à tous les députés qui aiment leur pays de faire œuvre de responsabilité et de penser d'abord aux Français qui ont besoin d'avoir du service public et de la stabilité politique et démocratique. Est-ce que ça veut dire qu'on ne doit rien changer? Non. Bien sûr, on est là pour ça, on est en train d'y réfléchir. Il y a plein de choses à changer, y compris dans la façon dont les politiques s'adressent à leurs concitoyens. Nous avons des progrès à faire, c'est sûr. Mais attention quand même à ceux qui nous menacent et faisons en sorte d'aller mieux sans être passé par la case de la dislocation du régime républicain et démocratique. Clara Chapaz, votre avis aussi répondre directement à ce que vient de dire Juliette Méadel, avant d'aller sur les questions qui concernent plus directement le numérique. Non, en fait, justement, je vais aller directement sur les questions qui concernent le numérique parce que j'ai bien conscience que quand, chère Juliette, tu fais le constat de ce que vivent les personnes, là, à quelques kilomètres d'ici, qui gagnent, je crois que tu disais 750 € par mois en moyenne, on se dit que la tech, c'est quand même très, 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 très loin de tout ça. Et pourtant, j'en ai bien conscience, aujourd'hui, certainement, ces personnes, comme d'autres personnes dans toute notre République, se disent, au mieux, la technologie, le numérique, c'est un gadget pour technophiles de la Silicon Valley, bref, c'est pas pour moi. Au pire, c'est cette espèce d'autre territoire perdu de la République dans lequel il n'y a pas de règles et dans lequel une personne peut mourir en direct. Bref, ça nous apporte quand même pas du tout le progrès social. Et c'est en fait tout lié à la conversation qu'on a aujourd'hui. Tu parlais de projet, tu parlais de vision, d'embarquer vers une vision positive. En fait, moi je suis convaincue que la question sur laquelle, Monsieur le Président des Grecs, vous êtes revenu de savoir non pas quel est le problème de la dette, je crois que ça on l'a toutes et tous compris, mais comment on l'utilise cette dette, elle est fondamentale. Parce que soit on l'utilise pour trouver des solutions démocratiques, républicaines, au sujet qui nous occupe aujourd'hui, soit on tombe dans la démagogie en se disant au mieux il n'y a pas de problème, au pire les solutions qui sont sur la table ne nous conviennent pas parce qu'on les a politisées. Et la tech en fait c'est au fond un des fers de lance de ce progrès social. Alors je sais que ça va vous étonner, c'est pas comme ça qu'on le voit aujourd'hui, mais pourquoi? Parce que ça concilie l'efficacité, la productivité, la justice, la souveraineté. Je vous prends 2-3 exemples. Quand une entreprise comme Mistral aide nos agents, j'étais dans le Gard dans une maison France Service, aide nos agents à répondre à toutes les personnes qui aujourd'hui se sentent dépassées avec toutes les procédures qu'ils ont à faire, toute la bureaucratie, quand j'échangeais avec une personne qui ne comprenait pas comment fonctionnait le remboursement et les prélèvements de l'assurance maladie sur son compte, et quand ces agents-là ont accès à des outils technologiques qui leur permettent de mieux répondre aux attentes des citoyens, c'est une partie du progrès. Quand une entreprise comme Shift Technologies, que peut-être personne ne connaît dans cette salle, mais aide les agents des impôts à mieux mesurer, mieux comprendre la fraude sociale, à pouvoir du coup mieux s'attaquer à ce problème-là pour s'assurer que notre modèle social il puisse être plus efficace, on puisse lutter contre cette fraude. Quand dans un tout autre domaine, Préligence, qui depuis a été racheté par Safran, nous modernise nos armées et nous permet d'utiliser l'intelligence artificielle pour faire face à ces menaces géopolitiques majeures, aux conflits qui sont à nos portes, aux portes de l'Europe, et apporter un certain nombre de solutions dont on a besoin. On voit bien que l'investissement dans la technologie, c'est pas pour se faire plaisir et avoir le plus grand nombre de licornes. Je sais pas ce que vous mentionniez tout à l'heure, les États-Unis en ont 800 et quelques et on en a une trentaine. Mais c'est bien parce que sur tous ces enjeux-là, la conviction qui est la mienne, la conviction qui est la nôtre depuis 2017, c'est que nous devons faire
confiance aux entreprises, aux entrepreneurs, à la recherche, à investir dans cette recherche, à investir dans ces entreprises pour qu'ils puissent nous aider à transformer notre modèle en profondeur et apporter des solutions. Vous voyez bien que le numérique et l'IA, ce n'est pas un sujet de droite, un sujet de gauche. C'est un sujet qui, au fond, est fondamentalement républicain. Parce que c'est cet investissement dans l'avenir qui nous permet de mieux servir, de mieux produire, de mieux protéger, et de sortir de cette situation où on se sent un peu coincé, un peu dépassé, pour apporter des solutions structurelles. Et c'est pour ça que, et j'entends aussi toutes les questions qu'il y a pu avoir autour de ces 211 milliards d'euros de soutien aux entreprises. Bon, déjà, on a un peu additionné des choux et des carottes. Disons que si on retranche tout ça, on est plutôt autour de 100 milliards d'euros, dans un monde où, de l'autre côté, pas loin d'ici, si on fait quelques kilomètres, il y a des personnes qui gagnent 750 euros par mois en moyenne. 100 milliards d'euros d'aide aux entreprises. J'entends le choc que ça fait. Mais les entreprises, elles ne sont pas sur une île déconnectées du problème qui est le nôtre. Quand on soutient nos entreprises, et en particulier celles de l'innovation, et ce qu'on fait depuis 2017, c'est qu'on dit qu'on veut se donner les conditions nécessaires pour sortir de cette situation de blocage dans laquelle on est. Et d'ailleurs, tous les entrepreneurs qu'on a pu voir ensemble à la rêve du MEDEF hier, ils ne sont pas dans une situation où ils peuvent se permettre d'attendre quelques semaines. En intelligence artificielle, dans le numérique, tout va extrêmement vite. Chaque semaine qu'on passe, pour revenir à ce que disait Juliette et ce que disait Philippe, à se demander, quand on est responsable politique, est-ce qu'on va jouer la carte du blocage ou est-ce qu'on va essayer de répondre aux problématiques de notre pays et aux problématiques des Français? Chaque semaine qu'on passe, c'est une semaine auquel on ne répond pas aux défis de ce monde, sur lequel il n'y a pas de bouton pause. Il n'y a pas un monde où on se dit tous les enjeux de transformation de l'emploi, de transformation du monde du travail, de transformation de nos armées, d'efficacité du service public sur lesquels le monde entier est en train de travailler grâce à l'intelligence artificielle, bah nous on décide que finalement c'est pas si important que ça et ce qui nous importe c'est plus les jeux politiciens des uns et des autres. Les entrepreneurs ils ne peuvent pas se permettre cette attente. Ils ont besoin d'une stabilité parce que s'ils ont choisi d'entreprendre ici en France, c'est parce qu'ils croient dans notre modèle social. Ils croient dans notre pays, ils croient dans le fait que on peut ici choisir qu'on ne fait pas une entreprise simplement pour être les meilleurs dans la course à la technologie, mais on le fait en Europe parce qu'on veut être fondamentalement européen, parce qu'on veut créer de l'emploi, participer à ce modèle, participer à créer des solutions structurelles pour demain, d'innovation européenne, et créer finalement nos conditions d'indépendance. Parce que si on continue à passer notre temps à se demander quelle est la meilleure solution pour exister dans les médias dans les semaines qui viennent et ne pas se mettre en responsabilité, parce que c'est bien de ça dont il s'agit, pour essayer de trouver des solutions communes. J'entends bien que le fait que les entreprises sont une grande partie de la solution, ce n'est pas forcément la position des différents groupes. Mais si on ne part pas dans une démarche de compromis et qu'on reste sur nos positions respectives, la seule chose qui va se passer, et qui se passe déjà, comme vous l'avez très bien rappelé, et comme Mario Draghi, l'État, tous ces rapports l'ont rappelé, c'est qu'on va continuer dans un décrochage de l'Europe dans lequel nous perdons notre indépendance. Et moi, je refuse, et c'est ce qu'on fait depuis 2017, que nous laissions le code informatique de demain être écrit par d'un côté les Chinois, de l'autre les États-Unis, pendant que nous, au lieu d'investir dans notre indépendance stratégique, parce que c'est vraiment de ça ce dont il s'agit, d'efficacité, de modernisation des armées, notre capacité à apprendre différemment, à travailler différemment. Si on laisse les clés aux États-Unis et à la Chine parce qu'on est trop concentré sur nos petits jeux politiciens internes, on ne va pas sortir puissant comme l'on peut l'être, parce qu'on a les talents, on a les meilleurs chercheurs du monde, qui rayonnent dans le monde entier, on a les entrepreneurs les plus motivés, qui sont déterminés à créer de l'emploi, à trouver des solutions. Et je crois que ce qu'ils attendent de nous, responsables politiques, c'est d'être à la hauteur de ce moment et de ne pas perdre une minute face au défi qui est le nôtre aujourd'hui. Bon, mais le problème, c'est comment on fait pour que... on voit bien les colères qui s'expriment. J'ai le sentiment que si les gens des quartiers dont a parlé Juliette Méadel nous écoutaient aujourd'hui, ils diraient ces aides aux entreprises, moi je n'en profite pas. On parle de progrès social, mais il y a aussi la question de la justice sociale. Donc ils ont le sentiment qu'il n'y a pas de justice sociale, que c'est toujours les mêmes qui trinquent, etc. Donc j'ai l'impression que votre discours, il est vertueux évidemment, mais enfin ça tourne un petit peu à vide, excusez-moi. J'entends, et je pense que quand on voit le soutien des Françaises et des Françaises au mouvement Bloquons Tout, ma réponse c'est pas de dire c'est pas important, bien sûr.
qu'il faut entendre cette colère, comme Juliette, notamment dans les maisons France Service dont je parlais tout à l'heure. J'étais dans le Gard il y a quelques semaines où j'ai échangé avec des Françaises, des Français qui se sentent, exactement comme l'a dit Juliette, un peu écartés de ce que le modèle social français, ce modèle de progrès social a pu leur apporter. Et je crois qu'il faut qu'on l'entende et qu'on réponde en responsabilité à cette question-là pour recréer, ce que disait Juliette très justement, un récit de progrès dans lequel chacun trouve sa place aujourd'hui. C'est pour ça que dans le domaine qui est le mien, ça veut dire, être très ferme sur quelles sont nos règles dans le numérique et quel modèle on veut créer avec le numérique. Je parlais tout à l'heure des dérives que l'on peut voir sur Internet qui créent un sentiment d'insécurité majeur, où on se dit mais que se passe-t-il dans un monde dont non seulement on n'a pas les clés, mais sur lequel on est complètement dépassé. Donc c'est pour ça qu'on a une position de fermeté vis-à-vis de ces plateformes et comme sur toutes les autres, de dire on remet de l'ordre dans le numérique comme on remet de l'ordre dans la rue, parce que c'est le même monde ce dont il s'agit. Et quand nos enfants passent aujourd'hui 4 heures par jour sur les réseaux sociaux et qu'ils ont le sentiment que ce qu'ils voient en ligne n'est plus vraiment la réalité, les faire contribuer à un modèle où ils se sentent plus écoutés, plus en sécurité, mieux protégés et mieux participer, c'est aussi répondre à tous ces défis-là avec une ligne claire et une ligne de fermeté. Et ensuite, pour ce qui est de comment est-ce qu'on contribue, je pense qu'il faut revenir à ce que le Premier ministre a invité les partis politiques à faire aujourd'hui, c'est de dire on entend la colère, on entend que chaque groupe politique a des réponses différentes à cette colère, on ne le découvre pas, mais travaillons ensemble pour y répondre. Parce que ce qui est sûr, c'est que je ne pense pas que les Français auront le sentiment qu'on répond à leur peur, à leur colère, à leur inquiétude, si la seule chose qu'on leur répond, c'est on accepte de tout bloquer et de ne pas travailler. Philippe Baptiste, c'est un peu normal, il y a 3 ministres ici qui sont un peu dans l'urgence, il faut sauver le soldat Bayrou, donc on comprend bien. Mais bon, comment est-ce qu'on se donne une perspective d'avenir sur ce sujet-là ? Je crois que ce n'est pas que le soldat Bayrou, je crois que la situation elle dépasse largement la crise politique du moment. Moi je voudrais rappeler quand même fondamentalement qu'on est quand même dans un système qui est éminemment redistributif. Alors, on a une vraie difficulté, c'est qu'effectivement, je pense qu'aujourd'hui, nos concitoyens en ont pas forcément conscience. Ils ont des attentes qui sont extraordinairement élevées et on peut les comprendre. Je pense qu'il faut l'expliquer, le réexpliquer. Mais on est dans un système très, très, très redistributif où les taux d'imposition sont quand même extraordinairement élevés, y compris sur les entreprises, ce qui explique aussi indirectement le fait qu'il y a des mécanismes d'aide aux entreprises derrière. Alors peut-être qu'il faut simplifier ça, mais en tout cas, on est quand même dans un système très redistributif. Moi, je rappelle quand même que je vais caricaturer un peu, mais les soins, l'éducation, l'école et une partie de l'université ou de l'enseignement supérieur sont quasi gratuits. Et donc, c'est quand même un des rares pays au monde où on est dans des situations comme ça aujourd'hui. Donc, c'est quand même on est dans un modèle très redistributif. Il y a une prise de conscience. Il y a sans doute de l'explication à faire derrière. Il faut aussi qu'on arrive aussi à améliorer notre modèle. Et je dis peut-être un tout petit mot en particulier de la question de l'éducation et de l'enseignement supérieur, parce qu'il n'y a pas de progrès social sans éducation et sans enseignement supérieur. Je pense qu'il faut qu'on répare un certain nombre de choses. Jean-Michel est bien placé pour savoir qu'il faut effectivement, il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits ces dernières années pour redonner un socle minimal, pour ramener de l'exigence au sein de l'école. Je pense qu'il faut continuer, il faut aussi faire ça dans le premier cycle universitaire. Il faut amener l'enseignement supérieur dans tous les territoires, et ça on a une vraie difficulté aujourd'hui quand on parle de progrès social, c'est les inégalités qui sont liées effectivement à est-ce que vous êtes à côté d'un grand centre universitaire ou est-ce que vous êtes éloigné, et à ce moment-là je peux vous garantir que quand vous êtes jeune et que vous avez votre baccalauréat, ça ne veut pas dire la même chose, hein, le nombre de formations qui sont disponibles, votre capacité à poursuivre vos études, votre capacité à sortir de votre milieu social, c'est pas la même. Donc ça, on a un énorme travail à mener là-dessus. Je pense qu'il a été lancé, il a été, je crois, bien lancé. Il faut vraiment le poursuivre et le continuer. Mais on ne peut pas laisser dire qu'on n'est pas dans un modèle redistributif. C'est pas vrai. Ouais. Bernard Spitz. Oui. Alors, on voit bien qu'il y a à la fois une vision globale, macroéconomique, et puis des applications micro. Donc, si juste, moi, je laisse à chacun, évidemment, la responsabilité d'exprimer sa ligne verticale. Moi, ce que je voudrais simplement dire, c'est, Juliette Méadel parlait tout à l'heure du seuil de pauvreté. Il y a un énorme basculement qui s'est passé dans la société française depuis 40 ans. C'est que le seuil de pauvreté était, il y a 40 ans, 50 ans, un phénomène de vieux.
l'immense majorité des gens qui étaient en dessous du seuil de pauvreté, c'était les personnes âgées. Il y a eu des transferts divers, et c'était une situation qui était évidemment injuste, d'autant que c'est eux qui votent, hein, ce n'est pas les autres, ce n'est pas les jeunes, hélas. Et donc, il y a eu un transfert qui était d'abord légitime et qui s'est fait massivement. Aujourd'hui, l'immense majorité des personnes en situation de pauvreté, c'est les jeunes, parce qu'il s'est passé cette transformation. Et on a ce phénomène qui, évidemment, est massif aujourd'hui. Les grands perdants, c'est pas vrai qu'il n'y ait pas de progrès social. Il y a du progrès social. Il y a un progrès social qu'on n'a pas les moyens de s'offrir et qui est confisqué par la génération des retraités et disons, des classes... Donc il faut les faire contribuer davantage ? Évidemment. Évidemment, regardez, notre dette a cru de plus de... Enfin, tout le monde s'y est mis, hein, je veux dire, sous François Hollande, c'était parti... Enfin, sous Nicolas Sarkozy, ça a augmenté de pratiquement 1000 milliards. Sous François Hollande, quasiment, il a arrêté au dernier moment parce qu'on partait dans le mur, et ça, d'ailleurs, ça lui a été aberrement reproché par les socialistes. C'est de là que sont venus les frondeurs. Les frondeurs voulaient aller dans le mur. Enfin, plus exactement, ils niaient l'existence du mur. Ils ont vu trop de films. Bon. Et depuis 7 ans, on a encore augmenté de 1000 milliards. Bien sûr, il y a le Covid, on peut dire ce qu'on veut, sauf que les autres pays, ils ont aussi le Covid. Hein. Il n'y a pas que nous. Donc, on a eu un effet on a laissé faire, et ce laisser aller s'est fait, effectivement, au profit de la confiscation de cette rente par un certain nombre de générations. Et donc, les retraités, depuis 7 ou 8 ans, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont épargné tout le surcroît de revenus qui est venu alimenter les retraites, a servi à l'épargne. Il y a 700 milliards d'épargne, pendant qu'il y a 700 milliards d'endettement supplémentaire. Comment on la mobilise, cette épargne? Alors, j'allais vous poser la question. C'est assez simple. Il faut à la fois, premièrement, 40 années de négligence ne se rattrapent pas en une année. Ça va prendre du temps. Et la question est de savoir si on le fait, et plus tard on le fait, plus ce sera dur. On a déjà fait 3 ou 4 fois des mesures très dures en France depuis une cinquantaine d'années. Hein. Ça a commencé avec le tournant de la rigueur en 83, et puis il y en a eu d'autres. Ça a été assez dur, mais c'était toujours trop tard. Aujourd'hui, la réforme des retraites, elle a été sabotée, mais elle va entrer en application. C'est évidemment très nécessaire. C'est sans doute pas la bonne façon de la faire. On ne peut pas prendre... Enfin, moi, je veux bien discuter. Et j'appelle à ceux que ça intéresse à regarder les livres des Gracq là-dessus. Mais de toute façon, c'est beaucoup trop tard par rapport aux autres pays. Vous savez que dans toute l'Europe, la retraite, c'est à 67 ans. 66, certains pays. Et nous, vous savez sur quoi on se base. Certains disent 60, il faudrait revenir à 60, d'autres disent qu'il faut rester à 62. Je veux dire, les Français ne travaillent pas assez. Il n'y a pas assez de Français qui travaillent, ils ne travaillent pas assez longtemps. Et donc, tout ça se traduit par le fait que c'est financé par la collectivité. Et quand vous dites qu'il y a beaucoup d'injustice sociale, oui, on pourrait dire d'ailleurs, avec un peu de provocation, qu'il y a beaucoup d'injustice parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne payent pas d'impôts. Les Français sont le peuple dans lequel la proportion de ceux qui payent les impôts, c'est 75% des impôts sont payés par 10% des gens. Donc, effectivement qu'il faut remettre à plat tout ce système, parce qu'il y a eu toute cette négligence. Mais c'est possible. Alors, comment c'est possible? Il faut, premièrement, effectivement, avoir un programme destiné à la jeunesse, parce que c'est, à mon avis, le seul élément qui peut permettre aux seniors d'accepter ça. Pourquoi les seniors épargnent-ils? C'est pas pour dans 30 ans. C'est parce qu'ils veulent, au fond, assurer la transmission à leurs enfants et à leurs petits-enfants. Et ils le font de façon systématique. Aujourd'hui, on voit bien, le placement de l'assurance vie, c'est uniquement destiné à assurer ça. Ils n'investissent pas dans les actions, ils n'investissent pas ils ne prennent pas de risques. Ils veulent faire ça. Bon, une bonne façon. Ça ne va pas les aider à prendre des risques. Le climat d'incertitude politique, économique actuel ne va pas les inciter à prendre des risques. Oui, d'accord. Mais enfin, je veux dire, c'est pas comme ça que ça marche dans les autres pays. Vous avez des fonds qui sont créés avec des gens qui sont compétents pour les gérer. Et pendant que ces fonds sont créés, ils créent de la valeur. Et cet argent, il sert à financer le progrès social parce qu'il n'est pas immobilisé pour rien. Donc, il faut prendre là où qu'elle est, hein, comme disait Jean Marchais, il faut prendre l'argent là où qu'il est, il faut en tout cas responsabiliser, et c'est effectivement cette question intergénérationnelle. Vous voulez dire faire une ponction sur l'épargne des Français? Pas une ponction, c'est par exemple faire ce qu'on est en train de faire, c'est-à-dire de ne pas augmenter du taux de l'inflation, faire ce qu'on appelle l'année blanche, c'est-à-dire maintenir ça. Mais ça, il faudra le faire pendant plusieurs années, pas pendant un an, parce que ça ne sera pas à la hauteur des enjeux. Il faut dépenser moins. Il y a beaucoup de choses, je vais dire d'après des exemples, il y a beaucoup d'argent qui est gaspillé pour des choses totalement inutiles. On pourrait les multiplier. Je vais vous donner un exemple tout bête. Pendant la Covid, on a financé,
collectivement, donc un prix de l'essence très bas. Mais le chauffeur de Bernard Arnault en a profité de la même façon que le smicard. Je veux dire, ça n'a aucun sens, aucun. Personne n'a fait ça nulle part. Mais dans notre incapacité à prendre des décisions politiques et à avoir un peu de courage, un pays comme le Canada, Jean Chrétien, il y a quelques années, a fait une réforme. Ils étaient à peu près au même niveau de gabegie que nous, et ils ont voté pour son programme. Il a abaissé de 25% les dépenses de l'État fédéral. 25%. Ça a été dur, mais c'est ce qui a permis au pays de repartir. Et nous savons tous que le Portugal, l'Espagne, la Grèce, si aujourd'hui ils empruntent à moins cher que nous, c'est parce qu'ils ont fait cet effort. On les a obligés. Ils en avaient tellement attendu qu'ils les a obligés. Il ne faut pas qu'on attende d'être obligés. Il faut qu'on ait cette conviction que c'est comme ça qu'on peut avoir. Et ce n'est pas encore une fois, comme je disais, uniquement une question de punitive. On a fauté, maintenant il faut se serrer la ceinture. Non, il faut avoir un projet avec toutes les... Et notamment l'éducation, l'université, la recherche, le numérique, tout ça doit être au cœur de ce projet parce qu'on a les moyens de le faire, sauf qu'on a les talents, on a tout ce qu'on veut, on le répète et on a raison, sauf qu'on ne s'en donne pas les moyens. Et nos créateurs, il ne faut pas qu'ils partent aux États-Unis. Toutes les grandes entreprises ont été créées depuis 10 ans, l'ont été dans le numérique, dans le digital aux États-Unis grâce à ce système de financement. Et nous, non. On vit avec nos grandes entreprises internationales, multinationales. Je rappelle que toutes les grandes entreprises du CAC 40, elles font 10% de leur chiffre d'affaires en France. Donc l'idée qu'on va faire payer les entreprises est juste absurde, parce que ça, on achèvera et si on veut un exemple de ça, il faut voir ce qui se passe en Angleterre. Aujourd'hui, en Angleterre, il y a eu une pression fiscale, parce qu'il y avait un parti l'équivalent du Parti socialiste qui avait poussé à ça. Le résultat des courses, c'est que tous ces gens partent à Milan, et le prix de l'unité carré à Milan a doublé, parce que c'est pas en pénalisant ceux qui créent de la richesse qu'on va en apporter au pays. Juliette Ménadel, ce qu'il nous propose, Bernard Spitz, c'est un peu un traitement de choc. Il faut donner du sens, il le dit, bien sûr, mais c'est quand même un traitement de choc. Moi, je crois que la direction dans laquelle nous pourrions peut-être travailler est double. Il y a une direction de politique économique, on va en parler, de politique fiscale, puis il y a une direction politique plus profonde, qui est un problème de confiance globale à l'endroit des recettes qui nous ont été proposées ces 40 dernières années, précisément des recettes ou des mesures d'experts. Prenons 2 secondes sur la politique économique et fiscale. La difficulté qui est aujourd'hui la nôtre, c'est que je ne crois pas que nous arriverons à nous en sortir en cherchant des responsables ou des boucs émissaires de la situation actuelle. Donc moi, je ne souscris pas au discours qui consiste à toujours aller chercher la responsabilité chez une catégorie de personnes, et en ça, je vous rejoins. S'agissant des retraités, dans les retraités, c'est très hétérogène. Les petites retraites, les femmes seules, ceux qui ont travaillé dur, je crois qu'on parlait qui ont un tout petit patrimoine, celles-ci sont à préserver. Maintenant, parlons de la question de la structuration de l'impôt en France. Moi, je suis quand même assez ébahie par le fait que nous avons un creusement des inégalités, non pas sur les 15% de pauvres dont je vous ai déjà parlé, car nous avons déjà plus de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté aujourd'hui qu'il y a 15 ans. Il y en a plus. Donc ça, c'est pas du progrès social. Mais ce qui me choque... à l'inverse du reste du monde, d'ailleurs. Ça va à l'inverse du reste du monde, absolument. Et deuxièmement, ce qui me choque, c'est cet étalage d'extrême richesse. Moi, je ne considère pas que le progrès social... c'est que ceux qui font partie des 500 plus grandes fortunes de France et qui gagnent et qui ont plus de 250 millions de patrimoine payent moins d'impôts que les classes moyennes. Les mécanismes d'optimisation fiscale qui leur permettent de payer à Madame Bettencourt moins que, comme vous le disiez tout à l'heure, le responsable, par exemple, d'une petite entreprise au Creusot, ça n'est pas normal. Donc, je suis symboliquement, vous voulez dire, parce que sur le volume, c'est pas ça qui va. Parlons du volume. Si aujourd'hui, on crée une sorte de taxe de 2% sur les patrimoines de plus de 250 millions d'euros, je dis bien 250 millions d'euros, cette taxe rapportera environ 22 milliards d'euros. Ça n'est pas peanuts. Et par ailleurs, il y a une dimension de justice sociale. Il y a une dimension de justice sociale. Donc on ne peut pas toujours considérer qu'il faille toujours pénaliser les plus fragiles et ne pas faire contribuer à l'effort national les plus de 500 familles qui gagnent
plus de 250 millions d'euros. C'est un discours qui est inaudible. Et c'est un discours qu'il faut pouvoir faire partager à nos concitoyens, surtout si nous envisageons les années blanches que vous évoquiez, les années blanches et le gel des prestations dont tout le monde souffrira, y compris les fonctionnaires. Je voudrais que tout le monde réagisse par rapport à cette idée. Oui, Bernard Spitz a l'air assez sceptique. Je m'expose sans doute à la critique. Je pense que c'est une folie. C'est une folie. Parce que, bien évidemment... Ah, merci. C'est une folie. On n'est pas dans l'ordre moral, on n'est pas de dire c'est bien, c'est mal. La vraie mesure, la seule mesure qui serait intéressante, c'est une mesure qui concerne les holdings. Bonne chance pour expliquer ça au pays. Bonne chance pour le Parti socialiste d'expliquer que s'il obtient une mesure sur les holdings, il aura rétabli l'égalité en France. Hein. Bonne chance. Ça ne marchera pas. Aujourd'hui, tout ce qu'on risque de faire à travers ce message, les 500 familles, on rêve, c'était les 200 familles il y a un siècle. Non, c'est de désigner alors, à la vindicte des gens dont en fait le principal tort, c'est qu'ils réussissent et qu'ils font prospérer le pays et qu'ils gagnent de l'argent. Ces gens-là, ils partiront demain. Et ils partiront en plus avec l'assentiment de tout le monde. Aujourd'hui, je prenais l'exemple des grandes entreprises, des entreprises comme LVMH, L'Oréal, ce que vous voulez. On a un système français qui est basé sur des très grandes entreprises, à la différence des Allemands et des Italiens, qui ont un système beaucoup plus d'entreprises moyennes et intermédiaires qui ne sont pas concernées comme étant les 500 familles. Mais ces gens-là, ils vont partir. Et aujourd'hui, le seul lien qui les tient à la France, pardon, je termine, le seul lien qui les tient à la France, Juliette, laisse-moi terminer. Vous savez de combien on Je termine, si tu veux bien. Je voudrais terminer mon propos, si tu veux bien. Tu as parlé longtemps. Mais ce qu'il dit, c'est que ça ne marchera pas. Ces gens-là partiront et la traduction du fait, c'est la seule chose qui les maintient, ces grandes entreprises, la seule chose qui les maintient en France, c'est le fait d'habiter en France, d'être en France et de s'intégrer en France. Qui croit que les grandes entreprises françaises, le jour où leurs dirigeants ou leurs propriétaires partiront à l'étranger, vont se comporter de la même façon? Non. Il y a une tribune qui est sortie dans Le Monde l'année dernière avec de très grandes fortunes de France qui ont demandé elles-mêmes, qui ont demandé au pouvoir public de les aider à contribuer davantage à la pauvreté. À contribuer intelligemment. Et ça, c'est une mesure qui est exactement le contraire. Je voudrais que Clara Chapaz... Je suis convaincue que nos fleurons industriels, et Clara le sait très bien, et Philippe aussi, que toutes nos grandes fortunes qui sont nos fiertés en France, et LVMH en priorité, que les patrons de ces grandes entreprises ont à cœur, comme d'ailleurs Bill Gates aux États-Unis ou d'autres, ont à cœur d'aider leur pays. Et donc je ne souscris pas du tout à ce discours qui justement est porté par eux-mêmes. Philippe Baptiste, Clara Chapaz et Philippe Baptiste sur ce point, je vais vous exprimer quand même. En fait, c'est très intéressant parce que donc moi non plus, comme Philippe, je n'ai pas de carte politique à l'heure actuelle. Et je suis absolument contre cette taxe Zuckman que Juliette vient d'expliquer dans les grandes lignes. Je n'ai pas dit Zuckman, hein. Attention. Tu n'as pas prononcé le mot Zuckman, mais le mécanisme de 2% est à peu près la même idée. Mais c'est justement, je trouve, un très bon exemple de ce qui nous réunit aujourd'hui. Nous sommes dans le même gouvernement. Nous n'avons pas la même vision politique de la façon dont on doit régler le problème de la dette. Pourtant, nous partageons la même conviction que nous devons régler ce problème. Nous partageons aussi un certain nombre de principes, plus de justice, l'effort doit être juste, il doit être partagé. Après, comme ce président des Grecs l'a dit, moi je pense qu'il ne faut pas rentrer dans cette mesure-là, dans un système qui serait complètement rédhibitoire pour les entrepreneurs qui réussissent dans ce pays. Et je pense qu'il y a des choses très intelligentes à faire, en effet sur la suroptimisation dans les holdings, mais tout ça est un peu technique pour le grand public. Et je comprends très bien qu'il soit difficile d'expliquer tout ça en quelques mots. Mais pour prendre un exemple dans le secteur qui est le mien, si aujourd'hui on dit de façon bête et méchante, si vous avez plus de 250 millions d'euros de patrimoine, vous devez payer 2%. Moi j'ai 40, 50, 100 entrepreneurs en France qui aujourd'hui ont un patrimoine de papier au-dessus de 250 millions d'euros, vu qu'ils sont à la tête d'entreprises qui sont parfois valorisées des milliards. Et j'entends bien que par rapport moi j'ai grandi dans un village de 700 habitants, quand on parle de licornes et d'entreprises qui valent des milliards, j'entends bien que les personnes avec qui j'ai grandi se sentent pas du tout faisant partie de ce monde-là. Mais les entrepreneurs dont je vous parle aujourd'hui, si nous mettons une taxe à 2% sur leur patrimoine et leurs actions de leur propre entreprise, je peux vous garantir que déjà, un, ils ne peuvent pas la payer, puisqu'ils n'ont pas cet argent, et deux, ils ont déjà, et aujourd'hui très fortement, les sirènes d'autres pays qui
qu'on l'aime ou non, mais les appelle à grand vent pour qu'ils puissent aller créer leurs entreprises technologiques ailleurs, bien sûr. Regardez mon regard vers les États-Unis. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, on doit être en mesure d'avoir ces débats, même au sein d'un même gouvernement. C'est ce qu'on fait. Au sein d'un même gouvernement, et j'en appelle. C'est ce qu'on fait publiquement. Mais nous le faisons, nous l'avons choisi ensemble. Mais je crois que ce que je veux dire, c'est que le Parti socialiste aujourd'hui, qui a un certain nombre de propositions, qui viennent les discuter avec nous, parce que je suis convaincue, tous les autres pays le font, qu'on arrivera à discuter, qu'on arrivera à trouver des compromis, parce qu'on a au fond les mêmes convictions. Il faut régler le problème, il faut plus de justice, et il faut aussi plus de productivité, et j'aimerais qu'on puisse en parler si nous avons quelques minutes. On n'a plus de temps. Philippe Baptiste. Très très vite, moi je voudrais juste dire, nous sommes aujourd'hui des champions du monde de l'imposition fiscale. Donc s'imaginer qu'on va régler le problème de notre dette aujourd'hui en trouvant des mécanismes qui vont nous permettre globalement d'augmenter l'imposition des entreprises ou des particuliers, moi, ça ne me semble pas réaliste. Je pense qu'on va avoir des mécanismes de fuite qui vont être évidents. C'est quelque chose... Alors, qu'on puisse avoir des contributions ponctuelles, etc., on peut l'imaginer, mais structurellement, construire quelque chose qui va augmenter l'imposition d'un pays qui est le champion du monde de l'imposition, ça ne marche pas. Et s'imaginer aussi que demander demain, moi j'ai travaillé dans l'industrie, mais aller demain voir un conseil d'administration pour lui demander de développer ses sentiments patriotiques, moi je veux bien, mais il me semble que ça ne correspond pas à la réalité de ce que c'est une multinationale aujourd'hui. Une multinationale aujourd'hui qui a son siège en France, elle, comme le disait très bien Bernard tout à l'heure, elle a en général une très faible part de son activité dans le pays, elle est multinationale, elle a des actionnaires qui sont des actionnaires internationaux, et je veux dire, c'est pas par patriotisme qu'elle va rester en France, c'est parce qu'elle va trouver en France, en Europe, un marché, des compétences, du savoir-faire et des industries. Merci d'avoir exprimé vos convictions. On a vu le clivage entre vous. C'est passionnant parce que voilà, on est au cœur de ce qui va se passer dans les prochains jours. On n'a pas pu parler des fonds européens, c'est dommage, mais on n'a plus le temps. En tout cas, merci, c'était super intéressant et à bientôt.